Oui, nous nous rencontrons ici avec M. Bruno Katompa, Oui. euh, un acteur politique important pour la politique plutôt de notre pays. Je vais parler de la politique congolaise, bien évidemment. En Afrique du Et Sud. c'est en Afrique du Sud, il faut bien le préciser. Oui. Et aussi un grand activiste de la société civile. Yeah, oui. Et je pense que sur ce point-là, il n'y a même pas beaucoup à le présenter parce qu'il est bien connu, surtout ici en Afrique du Sud, Oui. avec beaucoup de choses qu'il a quand même à réaliser et aussi à mettre plutôt sur la documentation quand même congolaise au niveau de l'Afrique du Sud. Oui, je me rappelle, on a toujours parlé avec vous, l'Afrique du Sud joue un rôle très important. Très important. Oui, là, c'est une bonne chose. Ok, je le reçois quand même et on est ensemble. Bonjour, Bruno. Bonjour, Victor, je vais bien. Merci d'être avec vous pour parler des questions brûlantes de la politique chez nous. Notre pays est dans une crise, il y a la guerre, il y a toutes ces tracasseries pour les dialogues, négociations avec les rebelles, mais il y a aussi la diplomatie qui intervient. Alors voilà, on a vraiment autant de choses sur quoi on peut parler à l'intérieur de notre pays. D'accord. Je voulais plutôt vous faire voir quelque chose parce que j'aimerais plutôt que vous soyez très à l'aise là. Ici, ce n'est pas un journaliste, c'est juste, j'aimerais qu'on analyse ensemble, qu'on essaie un peu d'apporter plutôt quelque chose que les gens comprennent effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays Écoutez, il y a eu ce saga de Nanga qui, après encore la reprise des hostilités par M23, Nanga est parti rejoindre M23. Et il menace d'arriver jusqu'à Kinshasa. Est-ce qu'il a vraiment les moyens pour le faire? Ou bien les gens disent qu'il est soutenu par le Rwanda. Par le Rwanda. Et comment vous voyez ça? Bon, aujourd'hui, l'évidence, parce que dans un court laps de temps, Nanga a pris Goma et ils ont pris Bukavu. Ouais, c'est là on se pose la question que ça ne pouvait pas être avec ses propres moyens. Spontanément comme ça. Ce n'est pas ouais. D'abord un militaire de formation. Effectivement. Il n'a jamais été et ça, c'est un élément important, oui. Donc, nous devons considérer qu'il y a eu l'appui des rébellions et de l'armée rwandaise. Ça, c'est évident. On ne peut même pas discuter sur ça. C'est clair. Et l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais comme nous nous mettons d'accord, c'est sur le point que ça doit évidemment être les Rwandais qui soient plutôt derrière Nanga pour le renforcer plutôt sur le plan... Oui, le président de la République, plus qu'avant, il a eu le courage, ce qu'il a démarqué de son prédécesseur Kabila, de dénoncer publiquement. Donc Kabila n'avait jamais dénoncé ça? Kabila n'avait jamais parlé directement du Rwanda. Il a été vraiment conciliant et doux. Je ne sais pas, on ne peut pas appeler ça de la diplomatie. Mais l'accord là qu'ils avaient signé à l'époque il y a eu beaucoup de complaisance et d'ailleurs, beaucoup de gens décrivent cet accord-là qui avait donné beaucoup d'avantages et de, je ne sais pas comment dire ça, d'emprise de M23 sur notre pays, notamment dans la région de l'Est, ce qui a été décrié par la majorité des acteurs politiques au Congo, même sur le plan international. On n'en a pas parlé assez, mais je pense qu'on devra vraiment se pencher sur les intentions réel de l'ancien président Joseph Kabila. Parce que maintenant, avec sa sortie, les gens ont maintenant plus de questions à se poser sur ses intentions réelles à l'époque. Quant aux réserves qu'il avait affichées à ne pas pointer du doigt Kagame. Donc voilà, aujourd'hui, avec Félix, nous avons eu Kagame qui a rencontré, pas une seule fois, il a rencontré quelquefois en Angola, et il a rencontré encore Félix Tshisekedi à Qatar. Mais puisque vous parlez de Kabila, mais comment expliquer que un ex-président, celui qui a organisé les élections en bonne et due forme, il y a une passation de pouvoir, puis se retourner aujourd'hui pour prendre les armes. Vous savez, Victor, moi, ayant été à l'époque aussi acteur de la société civile. Donc, pour moi, qu'est-ce qui expliquerait cela? Bon, je veux expliquer ça, ma perception en tant qu'acteur de la société civile à l'époque. Donc,
jouant comme cela est vraiment de la tribu de la société civile au milieu du village. Ouais. Nous avions à l'époque souhaité qu'il y ait des négociations, dialogues et concertations entre Kabila et Étienne Tshisekedi à l'époque. Okay. Bon, on était heureux que Félix Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, a eu ces négociations et a eu cet accord avec Kabila, mais accord que nous décrions qui n'a pas duré. Bon, alors vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'un ancien président peut être impliqué. Qui était mieux protégé d'abord? Oui. Sans être inquiété? Oui. Et avec tout ce que les gens lui reprochaient à son régime, mais l'autre acceptait plutôt qu'il soit dans le pays parce qu'il voulait même voir le prestige de la démocratie. Je crois que... Mais aujourd'hui, là, c'est celui-là qui revient pour chasser celui pour lequel il a eu passation de pouvoir. Tout le monde avait salué pour une fois cette transition-là paisible. Oui, c'était une très bonne image sur le plan international. Bon, est-ce que ceux-là, ils ont joué ça juste pour plaire à l'opinion et au regard des critiques politiques? Ça, c'est encore une question à se poser. Parce que si on considère les déclarations qu'il a faites dans ces dernières sorties, on s'interroge quant à la sincérité alors des accords qu'il avait conclus entre lui et Félix Tshisekedi. Parce que pour le président Félix Tshisekedi, Kabila est l'acteur derrière la sortie de Nanga. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais écoute, moi, je suis tenté avec les réalités des déclarations de Kabila de croire que Kabila est réellement derrière Nanga, parce que Nanga a été témoin de cet accord. Mais quel accord entre Kabila et Félix Tshisekedi? Donc, en ce moment, on ne peut pas dire que Nanga agit pour le compte de Félix, mais il agit contre Félix. Et la sortie de Kabila, il dénonce la gestion de Félix. Donc on peut conclure par là que il est avec Kabila. Mais puisque vous avez une grande expérience sur la politique étrangère de la RDC au niveau de l'Afrique du Sud, et que vous dites que l'Afrique du Sud représente beaucoup sur la situation de la RDC, c'est un élément important dont il faudra plutôt négliger. Mais regardez maintenant quelque chose qui se passe. Et que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez à suivre le président Mbeki. Et quand Kabila est arrivé ici, il a rencontré encore le président Mbeki. Il dit que c'est 2 fois. La première fois, ils se sont parlé. La deuxième fois, c'est sur son invitation. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec les déclarations de Mbeki sur la situation de l'Est? Ça devient intéressant, ce développement, et aussi ces prises de position. D'ailleurs, si on voit ces dernières heures... Et surtout que Mbeki, jusqu'à ce jour, représente encore beaucoup sur la situation, la politique étrangère de l'Afrique du Sud. Les développements de ces derniers jours, ces dernières heures, où on a vu Samir, la force, la SADC, faire une remise et reprise avec M23 et AFC, cela inquiète tout le monde. Quelles sont les intentions réelles de l'Afrique du Sud? Parce que moi, à l'époque, vous savez, une des choses qu'on a, sur laquelle on a insisté avec MCP, mon organisation de la société civile, c'est que le Congolais soit toujours dans un état d'alerte pour se réconcilier, donc ne pas perdre de vue le passé, l'histoire, l'historique de notre conflit. Vous savez que Mobutu avait été chassé du pouvoir, tout le monde se rappellera des Outénikwa, du rôle que l'Afrique du Sud avait joué. On peut dire que l'Afrique du Sud n'était pas en faveur de Mobutu. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, au regard de la façon dont l'Afrique du Sud se désengage, et même au regard de l'entrée, du succès de AFC, qui est vraiment venu comme ça, comme dans une improvisation, ils ont pris Goma alors que notre armée s'était préparée en conséquence. Donc le retrait de l'Afrique du Sud interroge plus d'un analyste politique sur les intentions de l'Afrique du Sud et les relations entre l'Afrique du Sud et le Congo. Et surtout que vous savez que l'Afrique du Sud est dans les BRICS et les Congo aussi. Bon, qui se posera se projette déjà vers BRICS. Vous voyez. Et là, mais d'ailleurs quelque part aussi, vous ne voyez pas que le Congo comme il est
déjà, il a un pied déjà vers BRICS, l'Afrique dans les BRICS. Mais est-ce que la Russie pouvait quand même nous aider dans cette histoire? Est-ce que le Congo a un Surtout la Russie. Est-ce que le Congo a le pied vers BRICS? Est-ce que l'attitude de l'Afrique du Sud, ce n'est pas une réaction pour mettre mal à l'aise le Congo qui a eu du mal ou qui a eu le froid pour rejoindre BRICS, ce qui aurait vraiment réjoui l'Afrique du Sud, que le Congo, avec son poids économique et politique, puisse être ensemble à côté de l'Afrique. Parce que l'Afrique du Sud, il faut le dire, en dehors du Congo, il n'y a pas eu un géant comme le Nigeria qui a aussi rejoint avec cette chaleur-là le BRICS. Donc l'Afrique du Sud, quelque part, je pense, qu'il y a eu un malaise politique avec le Congo. Je soupçonne que l'Afrique du Sud ne serait pas vraiment contente de la position politique du Congo, qui aujourd'hui est en passe de signer des accords historiques qui peuvent être un boost à la fois économique, politique et même militaire pour le Congo. Alors que l'Afrique du Sud a toujours eu de l'emprise et de l'avantage sur le Congo, ayant servi de théâtre de négociations et de dialogues, donc ayant eu toujours un mot à dire sur le Congo. Vous vous rappellerez d'ailleurs qu'en 2000, je ne sais pas, c'est 2006 ou quoi, c'est l'Afrique du Sud qui avait aidé à mettre fin à M23 qui avait démobilisé M23. Donc nous ne pouvons pas négliger la position et le comportement de l'Afrique du Sud. Nous devons vraiment analyser ça avec un regard critique. Et comment vous voyez maintenant ça? Parce que vous voyez que quand on va de BRICS, là, il y a la Russie, il y a la Chine. Maintenant, le Congo est en train de bien se prononcer. Tu ne vois pas qu'on pouvait quand même aller même vers la Russie? Nous sommes dans une impasse politique parce qu'on ne sait aller vers la Russie. On ne sait pas à quoi s'attendre. L'Amérique, le monde occidental ayant été le soutien principal et le bénéficiaire même de cette guerre en étant à la fois receleurs parce qu'ils ont signé même avec l'Union européenne avec l'Union européenne pour, n'est-ce pas, le commerce, l'achat de ces minéraux. Donc, vraiment, les soupçons sont fondés que l'Union européenne ait été en complicité avec le Rwanda pour piller le Congo. Est-ce que la même Union européenne, qui est un allié principal des États-Unis, donc ensemble les États-Unis et oui, ça c'est un élément important. Seront de bonne foi. L'Europe se voit arracher des gâteaux qui va vers l'Amérique. Qu'est-ce qui fera qu'ils vont changer de fusil d'épaule, accepter le deal du président Félix que celui que Kagame leur offrait en donnant les minéraux du Congo sur un plateau? Et d'après vous, qu'est-ce que vous voyez? Il fallait aller vers la Russie ou bien aller Nous sommes vers dans une impasse parce que ce que moi je retiens de tout ça, c'est la possibilité que le président Tshisekedi, par son pragmatisme, par une attitude vraiment inattendue, il arrive à exposer, à placer ces grands acteurs devant la réalité, parce que d'une part, il réussit à obtenir qu'ils puissent décider des sanctions contre le Rwanda, ce qui est vraiment historiquement une victoire, un succès diplomatique. Donc, et en même temps, même si on voit les risques et les dangers, parce qu'on ne connaît pas quelle sera la finalité de ces accords, si oui, Donald Trump va signer, et quel sera le bénéfice réel sur le plan économique et sécuritaire. Parce que les États-Unis ayant été aussi des alliés principaux du Rwanda, c'est l'inquiétude et l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Mais voilà, c'est grâce aux prouesses, donc au pragmatisme diplomatique du président Félix, qui met maintenant l'opinion occidentale devant le monde. Est-ce que vraiment est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on ne va pas les retomber. Cela n'est pas suffisant, à mon avis. Et on nous annonce aussi des avancées plutôt significatives de M23. Bon. Qu'est-ce que les communs de mortels peuvent comprendre? Que la diplomatie a marché juste sur le plan formel ou c'est quoi exactement? Ça serait vraiment un risque majeur si le peuple congolais croisait les mains, croisait les bras
et attendre que la diplomatie, à elle seule, puisse résoudre le problème au Congo. Nous sommes placés dans une situation de faiblesse et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a duré des années. On se posera la question, pourquoi toutes ces années, les Américains qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de ce pillage et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pris position ferme contre le Rwanda? Qu'est-ce qui va nous convaincre de leur sincérité et bonne foi cette fois-ci? Parce qu'ils pouvaient aussi avoir des accords directs avec le Congo. Pourquoi ils ne l'avaient pas fait? Ce sont des questions que nous Mais apparemment, avec l'envoyé qui était arrivé dernièrement au Congo, il a donné certaines choses. Alors, peut-être que c'était ça ce qui freinait encore que l'accord soit... les partenariats soient plutôt matérialisés ou bien signés comme tel. Permettez-moi de dire que là, la politique de... Est-ce que d'abord même, M. Bruno, est-ce qu'on est toujours obligé d'aller toujours vers l'Amérique? On ne peut pas changer de don et aller vers la Russie. C'est ce que je voulais dire. La politique des Occidentaux n'a pas été sincère et juste envers les Congolais. Nous avons souffert de cette politique déjà sous Mobutu, où d'ailleurs, je me posais la question, si ce n'était pas pour punir la politique de nationalisation de Mobutu que l'Occident avait décidé de financer Kagame pour nous faire la guerre et ainsi balayer tous les acquis que Mobutu avait donnés à la République. Parce qu'il avait réussi avec ces acquis-là de protéger le patrimoine des richesses nationales qu'aujourd'hui on a offert au Rwanda et à l'Occident comme sur un plateau. Donc vous voyez que nous nous posons des questions parce que là j'interpelle les Congolais quand ils doivent faire une prise de conscience sur le départ de Mobutu. Est-ce que Mobutu était vraiment le vilain, le monstre tel qu'on l'avait décrit? Si nous prenons Mobutu et Kagame, qui est monstre par rapport à l'autre? Aujourd'hui, Kagame même félicité, ovationné d'être un leader moderne. Un petit pays qui entre 80 fois dans le Congo, qui ne connaît pas autant d'obstacles comme le Congo avec Mobutu. Combien de projets l'Occident a financé pour aider le Congo dans son développement à l'époque de Mobutu? Presque nul. Mais quelque part aussi, M. Bruno. Donc il y a cette hypocrisie. Bon, des fois dans nos discussions et notre vision avec MCP, Mouvement Congo Paradis, notre organisation civile, parce que nous parlions toujours de réconcilier avec notre histoire, nos réalités, d'être conscient tout le temps des conséquences et du danger de perdre cette réalité de vue. La réalité, c'est que, vous savez, il y a eu un général belge qui avait déclaré avant l'indépendance, c'est comme après l'indépendance. Donc, les Belges ne voulaient pas perdre la même mise sur les richesses du Congo. Eh bien, depuis, M. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a eu l'indépendance, ça fait pratiquement combien d'années? 60 ans, plus de 60 ans. Allons-nous toujours nous plaindre de quoi encore? De ces genres de... Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, en tant qu'analystes Congolais conscients, nous interpellons les autres Congolais à prendre conscience pour qu'on puisse proposer des pistes de solutions pour que désormais nous puissions prendre une autre direction et ne pas continuer à perpétrer la souffrance et à continuer à pleurer comme cela a été le cas. Nous devons prendre nos responsabilités et comprendre les difficultés auxquelles nous avons fait face et la source, la cause profonde de ces difficultés. Et envisager une politique pour nous démarquer et nous sortir de cette crise, de cette souffrance qui n'est pas seulement de notre propre chef, mais qui quelque part nous a été imposée. Bien que nous sommes responsables aussi de n'avoir pas réagi pour trouver des voies de sortie. Mais nous ne pouvons pas refuser de
constater qu'il y a flagrance de l'ingérence des grandes puissances. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, ok, on peut être d'accord. Ça dépendra de la manière dont plutôt la politique de notre pays est définie. Si c'est une politique qui pourra plutôt faire de sorte que les autres viennent. Mais la question que moi je me pose, entre l'Amérique, qui nous a fait endormir pendant longtemps, depuis que le président Félix a pris le pouvoir, on nous a parlé des partenariats privilégiés, et jusqu'à ce jour, on ne constate rien. Mais pourquoi ne pas changer la donne, aller vers la Russie? Pourquoi n'avoir pas essayé? Oui. On aurait dû condamner le président Félix s'il n'avait pas proposé un projet où les Occidentaux auraient été satisfaits, parce que nous avons été accusés avec des leaders dans le temps, avec les intentions ou tendances de vouloir nous rapprocher de la Russie ou du communiste et tout ça. Mais vous voyez que jusque-là, depuis son exercice, le début de son exercice de pouvoir, le président Félix s'est totalement penché, si pas dévoué au bloc occidental, donc dévoué pour les Américains et les Européens. À notre grande, même, je peux aussi oser dire déception et inquiétude, parce que nous n'avons rien reçu de bon. Bon, ok, en termes d'avantages. Jusque-là, des Occidentaux. Notre pays a connu plus de malheur. En termes d'avantages. Oui. Parce que j'aimerais plutôt que les gens saisissent ça très bien. Est-ce que c'est une mauvaise démarche d'aller vers l'Amérique et ne pas aller vers la Russie en termes d'avantages? Vous savez, moi j'avais été d'opinion que pour être en position de force, vous savez, sur le plan diplomatique, même en voyant ce qui se passe en Ukraine, si aujourd'hui les États-Unis négocient et proposent des négociations avec Poutine, c'est parce que Poutine est en position de force. Le Congo, n'ayant pas de propres moyens pour être en position de force comme la Russie, pouvait tendre la main à la Russie, comme le Mali, le Burkina Faso l'ont fait, pour être aussi en position de force. Mais hélas, notre président n'a pas fait ça. Les raisons sont claires, parce que notre histoire est dramatique. Lumumba avait laissé sa peau, Laurent Kabila avait laissé sa peau, et notre pays a connu cette malédiction pour avoir tenté de sortir de l'emprise des Occidentaux. Alors, pour ne pas continuer avec ces malheurs, c'est ça la peur du président je pense qu'il a raison. Autant d'abord essayer de proposer quelque chose pour satisfaire cette communauté qui n'a fait que donc mettre le Congo dans une situation de faiblesse et nous mettre à genoux. Il aura mieux fait d'avoir tout épuisé comme démarche avant de tendre la main à d'autres. Ok, d'après vous, s'il est allé vers la Russie, on devrait s'attendre à quels avantages? Moi, j'étais d'avis qu'il n'avait aucun risque de tendre la main à la Russie, mais vu le développement sur le plan international, vous voyez le cas de la France qui est devenu très vocal contre la Russie, qui a pris position et qui continue à menacer la Russie des répercussions et d'aller en guerre et des sanctions. On voit que, la France ne digère pas bien l'emprise qu'elle perd, ou qu'elle a perdue, quand on parle de Burkina Faso, Mali et Niger. Et le Congo aurait été une goutte d'eau de plus. Peut-être que le risque, il faut alors dire que la politique aussi, c'est la gestion des risques pour les minimiser, pour ne pas créer la catastrophe et compromettre le bien-être de ses citoyens. Je pense que là, le président Tshisekedi a joué à la prudence et à la prévention. Et quand il aura épuisé ses ressources, ses démarches, alors là, il n'y aura pas de raison pour lui
de ne pas tendre la main au dernier recours qui serait là, la Russie. Mieux vaut que cela se fasse le plus tôt possible et nous souhaitons que le deal entre les États-Unis, sincère pourrait-il être, se fasse rapidement pour qu'on puisse être apaisé et décider sur la démarche à venir du Congo. Ok, dans la situation actuelle, Oui. ok, Oui. Félix Tshisekedi est beaucoup plus orienté vers la diplomatie. Sur terrain, il se pose un grand problème. Alors, comment vous savez, il y a beaucoup de risques ici. Ouais. Il y a beaucoup de risques parce que notre pays ayant cette obédience, cette inclination, la classe politique congolaise ayant cette inclination aux États-Unis et à l'Europe, peut jouer en mal contre la politique du président parce que la classe politique risque de causer du tort que du bien à la démarche du président. Parce que séduite par l'Occident et l'Europe, qui d'ailleurs tarde à montrer ses véritables couleurs. Aujourd'hui, les gens accusent et pointent du doigt certains politiciens d'être hypocrites et de traîner les pas pour venir en aide au président, pour soutenir les démarches du président. Ou bien c'est peut-être parce qu'ils ont vu qu'il est déjà dans un état de faiblesse. Ils ne veulent pas plutôt tomber ensemble avec lui. C'est ça. Alors, pour répondre vraiment à votre question, c'est ça le drame que notre pays n'a cessé à connaître depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la classe politique congolaise n'a jamais réussi à se démarquer politiquement. Mobutu avait tenté, bien que nous avons connu ses conséquences avec la guerre de la FDL qui voulait balayer tous les acquis de la République sous Mobutu. Mais mieux vaut continuer à tenter et à se réinventer, à se repositionner pour trouver d'autres moyens, d'autres voies d'issue afin de trouver une bonne finalité pour notre pays. Je pense que ça aura pris beaucoup de temps et beaucoup de peine. Mais si nous continuons à essayer et à croire en nous-mêmes et à essayer de corriger les lacunes qui ont été les nôtres, parce qu'une des lacunes, c'est la division. Mais oui, c'est ça aussi, c'est ce que je voulais dire, parce que vous parlez c'est la division, parce que vous avez des politiciens dans le pays qui sont pris mais il ne faut pas seulement voir les autres, mais vous, ici, vous avez vu la sortie médiatique de Kabunda. Non, je parle de Kabunda. Voilà, parce que tout le monde s'attendait plutôt que Kabunda, après sa sortie, devrait quand même donner une autre ligne, un courant d'idées, une autre ligne de conduite. Mais apparemment, on dirait que ça n'a même pas été bien reçu au niveau de la population congolaise. C'est idéologique majeur dans notre pays. Notre manière de penser du politicien congolais est vraiment... Est-ce que vous croyez vraiment à la maturité politique de Kabunda? Vraiment, nous pouvons... Parce que c'était une grande opportunité après sa sortie de la prison. Le niveau de conscience et la maturité des politiciens congolais, non seulement Kabunda. Vous avez aussi Fayoulou, vous avez tous ces gens. Voilà, vous voyez par rapport à cette situation, parce que même par rapport à... Quelle pouvait être vraiment leur position? Par rapport à l'agression rwandaise, aucun de ces politiciens ne pointe, même d'ailleurs l'Église catholique. Au lieu de citer, de pointer Kagame comme responsable, mais ils vont s'empresser à lui tendre la main et à vouloir dialoguer et négocier avec lui. Voilà un peu les faiblesses que nos politiciens ont accusées depuis l'indépendance. Avec, à l'époque, à l'indépendance, on parlait du groupe de Binza. Donc c'était des gens, des politiciens, l'élite en grande partie, qui étaient acquises à la cause des Occidentaux, qui était la cause de notre malheur, qui était d'ailleurs le pouvoir colonisateur de qui on voulait se libérer. Mais hélas, tout ça s'affichait. Mais on a aussi comme impression que même au niveau de l'UDPS, nous avons besoin, il n'y a pas un accompagnement, plutôt dans la politique du président pour pouvoir l'objectif d'avoir stabiliser plutôt le pays. Démocratique au Congo est une bonne chose, mais elle n'est pas en soi une réponse complète au problème.
une solution complète. Elle n'offre pas une solution complète. Parce que l'UDPS n'a pas une démarche des partis révolutionnaires tels qu'on a connus en Angola, tels qu'on a connus en Afrique du Sud. Parce que ces partis, bien qu'ils se sont battus pour une certaine dispensation politique, ils ont compris qu'il fallait toujours une balance de pouvoir sur le plan militaire et sécuritaire. Ils avaient des alliances qui ont pesé dans leur faveur. Et le Congo a eu cette timidité. Et je crois que c'est cette timidité qui fait que nous payons aujourd'hui. C'est notre état de conscience. Et comment vous voyez, en quoi vous faites? C'est possible, nous devons avoir des politiciens qui puissent interpeller les Congolais à cette prise de conscience des lacunes, de faiblesse. Ok, où est-ce que vous situez exactement la défaillance? Parce que quand on voit le président Félix dans la situation dans laquelle il se retrouve, alors qu'il a une famille politique, mais quelque part, on doit se poser la question aussi si la famille politique a failli aussi. Nous, dans le concept et l'approche politique, je peux vous donner juste un aspect. Nous avions parlé de démocratie, nous avions parlé de l'ère démocratique, mais on a omis de voir le contexte. Parce que dans le contexte, on a seulement considéré l'antagoniste congolais, qui était Mobutu. Mais on avait, comment je peux dire, on avait refusé de pointer le doigt à la communauté internationale. Vous voyez? Ça, c'est une grande lacune, et c'est la lacune qui continue aujourd'hui. Nous continuons à à fléchir le genou contre même devant ceux qui sont en train de nous mettre dans une situation de faiblesse. Alors, si nous n'avons pas le courage, ça ne veut pas dire que si nous identifions le problème avec le jeu qu'a joué la communauté internationale, nous sommes entrés en guerre avec eux. Non, il y a moyen de faire les choses et de faire comprendre à la communauté internationale, au monde occidental, que nous avons un problème avec eux. Comme nous avons eu le courage de dénoncer le Rwanda, nous devons avoir le courage de montrer à nos partenaires de l'Occident qu'ils sont aussi une solution et un problème à la fois. Et c'est ça le courage que nous manquons. Oui, c'est une chose que de penser, rêver, aller vers la Russie. Mais je vais vous poser une question, je vous donne un exemple. Est-ce que le Japon, qui avait été vaincu par les États-Unis, avait-il tendu la main à la Russie pour se sortir? Mais les Américains avaient occupé le Japon, et cela n'a pas empêché le Japon à devenir la grande puissance économique qui a même fait challenge contre les États-Unis. Donc, pour moi, en conclusion, je dirais, même le deal tel que le président Félix le fait, c'est une bonne chose, mais à condition que nous soyons dans une même prise de conscience profonde et mobilisation en tant que nation et peuple pour gérer notre sort à notre avantage, comme les Japonais l'ont fait. Et là, c'est la consolidation de notre identité. Okay, Et ça, c'est là où la démarche des partis politiques avec la démocratie a failli, parce qu'on n'a pas adressé ce problème principal. Ok. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là avec le M23. Oui. Et il y a plutôt des consultations qui ont déjà commencé, oui, pour aboutir à un gouvernement d'union nationale. Oui. Le concept est clair, gouvernement d'union nationale. Et à votre niveau, vous voyez que si on échoue, vous ne voyez pas que si on échoue... Avec le gouvernement d'union nationale. Non, si on échoue à aller vers ceux qui ont pris, l'opposition qui a pris, ceux qui ont pris les armes, c'est-à-dire que les M23, les Kabyles et les autres, on risque de nous remettre dans la robe toujours de l'union sacrée. Ça sera toujours un gouvernement d'union sacrée. Bon, les risques sont réels, oui, mais aussi, mieux vaut être exposé ou placé devant la réalité des choses. Parce que ce sera toujours la même configuration. Oui, mieux vaut qu'on soit placé devant cette réalité que oui, nous avons une opposition qui peut même être en complicité avec les groupes armés. Parce que d'ailleurs, des personnes comme Kamitatou, même Katumbi, ce sont des gens qui ont bénéficié de l'époque de l'entrée de Afdel et RCD Goma. Alors, ce sera mieux pour nous de comprendre
de connaître l'identité et le jeu politique réel des opposants avec lesquels on a affaire. Parce que même Sesanga, il fut un partisan de RCD Goma. Est-ce que ces gens sont vraiment des politiciens et des responsables sur lesquels nous pouvons compter pour sortir le Congo de cette crise qui a perdu 30 ans? Ils peuvent, n'est-ce pas, être des acteurs ou des complices pour perpétuer le système d'invasion et de contrôle du Congo par des pays voisins qui sont petits, avec la bénédiction des grandes puissances. Et là, vous dites que c'est là encore l'infiltration au niveau... Oui, donc nous avons un problème d'alignement politique. Il y en a ceux qui sont alignés comme avec le groupe de Binza, qui sont inconditionnellement alignés à servir les intérêts occidentaux, même de manière au détriment de la nation et du peuple. Et nous avons cette caractéristique Mais là où les bas blessent, oui. Nous quittons des gouvernements de l'Union sacrée, oui, pour aujourd'hui parler du gouvernement d'union nationale. Et si ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit opposition armée ou opposition non armée, ne sont pas intégrés, qu'est-ce qui va changer? Ça sera toujours la même robe. Gouvernement d'union sacrée. Bon, vous savez... En quoi on aura résolu réellement le problème? Moi, je pense que c'est seulement une étape dans la résolution de la crise. Cette étape permettra de lire la sincérité, la disposition de ceux qui sont dans qui ont la guerre contre nous. Et ça nous permettra de nous repositionner et de prendre un nouveau engagement pour sortir de cette crise. Et peut-être de nous mobiliser en conséquence plus que jamais. Parce que si il y a ce statu quo, c'est-à-dire l'opposition est complice avec l'opposition armée et l'opposition non armée sont complices. Et alors, aux situations difficiles, on peut appeler aux résolutions sévères. Donc, ça sera une obligation que notre pays puisse mobiliser toutes ses énergies, tous ses moyens pour confronter, au-delà des moyens diplomatiques, pour confronter cette réalité. C'est-à-dire quand vous parlez au-delà des moyens diplomatiques, vous voyez déjà les moyens, donc poser déjà des problèmes sur le plan militaire. Oui, on ne sait pas, parce que nous mettons maintenant au test et la communauté internationale et l'opposition congolaise, si elle est vraiment honnête et elle joue pour l'intérêt du pays. Et si nos partenaires internationaux sont sincères et s'ils veulent jouer juste pour le Congo, donc s'ils veulent faire la justice pour le Congo, et on tirera des leçons je crois que le gouvernement d'union nationale préparera les Congolais à la prochaine étape. Et il y a un autre problème, Fabrino. C'est pas nécessairement que, si les opposants n'intègrent pas ce gouvernement d'union nationale, c'est la fin du monde. Mais ça peut être juste le début. Il y a un autre problème, ok? Aujourd'hui, à l'époque de Kabila, ce qui avait mis fin à la guerre, c'était plutôt l'accord qu'ils avaient plutôt signé. Oui. L'accord qu'ils avaient plutôt signé, qui a été internationalisé aussi, parce qu'il y avait aussi la communauté internationale qui était aussi... fin au conflit. Effectivement. Oui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la même logique, quand bien même il y a déjà des sanctions qu'on prononce, oui, la même logique encore d'aller faire quoi? D'aller discuter avec les Rwandais et les M23. Parce que c'est la même logique qui revient. Je pense qu'il y aura une différence si nous avons un gouvernement résolu et intransigeant, oui, qui aurait tiré, n'est-ce pas, des leçons des accords de Nairobi et accords de Lusaka et de Luanda, de l'Angola, où il a été recommandé certaines préalables comme le retrait et le recensement de M23, ce que, n'est-ce pas, le Rwanda ne veut pas, parce que ça mettra en difficulté, n'est-ce pas, leur future aventure au Congo. Je pense que nous reviendrons à ces accords-là et le Congo ne pourra être qu'en position de force. Ça, c'est ça mon avis. Et si nous n'arriverons pas à faire appliquer ces accords-là, le pays, avec le gouvernement de l'Union nationale qui va sortir, devra, devant l'histoire,
prendre ses responsabilités et engager la nation dans une mobilisation, dans une révolution pour changer la course des choses. Moi, je veux soutenir ce gouvernement d'union nationale qui se préparera pour agir, n'est-ce pas, en cas d'une mauvaise négociation ou accord, un mauvais accord. Ok. Donc nous devons être préparés à tout. Ok, Monsieur Bruno. On ne veut pas négocier avec... Oui. Nous avons presque... Nous allons vers la fin de l'émission, je ne sais pas. Oui. On n'aura pas peut-être à tout épuiser. Avec votre permission, je ne sais pas. Allez-y, si je peux encore ajouter quelques mots pour la fin. Non, ce que je voulais dire plutôt, c'est que si aujourd'hui, il vous était plutôt permis de pouvoir donner quelques conseils sur le plan diplomatique, donc je parle de la politique interne et la politique internationale, étrangère plutôt de la RDC, pour aboutir plutôt à une solution, une paix durable, que feriez-vous exactement? Moi, j'aurais accepté la démarche actuelle de la création d'un gouvernement d'union nationale, et j'aurais proposé qu'au-delà même du gouvernement d'union nationale, qu'on ait la possibilité d'avoir à implémenter un état d'urgence pour mettre le pays dans un état de guerre, le préparer à confronter le véritable challenge qui est la guerre qu'on mène injustement. Vous savez, pour terminer, quand nous voyons l'histoire des grandes nations qui aujourd'hui sont puissantes, ils ont traversé de tels obstacles, de tels moments où il y a eu une mobilisation totale de la population. Et je vois que le Congo, nous prenons un peu à la légère. On n'a pas encore eu une mobilisation conséquente pour faire face au véritable challenge, danger auquel nous faisons. Je pense que le gouvernement de l'Union nationale devra s'employer à vulgariser cette prise de conscience, à mobiliser comme Bemba le fait. Nous sommes 120 millions de Congolais. Nous ne pouvons pas vraiment être distraits devant une situation qui met en danger l'avenir de notre pays et l'existence de notre État. Pourquoi pas avoir une mobilisation d'une armée peut-être de 10 millions de combattants? Pourquoi pas? Les États-Unis, je me rappelle en lisant l'histoire, l'armée au début de la guerre de 1945, ils étaient moins de 1 million. Mais quand la guerre s'était amplifiée, les États-Unis avaient mobilisé au moins 13 millions dans l'armée. C'était le cas avec la Chine, c'était le cas avec la France qui avait aussi mobilisé dans les mêmes ordres, et l'Allemagne. Donc, et si vous voyez la population de ces pays-là, les États-Unis à l'époque ou l'Allemagne, c'était presque la même population que nous avons aujourd'hui, même moins, le Congo. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas mobiliser 10 millions de Congolais pour défendre notre pays? Et je ne pense pas qu'on échouera une telle guerre. Oui, ça c'est sur le plan sécuritaire. Voilà, parce que la sécurité vient avant l'économie. Si on n'a pas, dans son approche, si on n'a pas la paix, il sera difficile de se développer. Mais nous pouvons avoir les deux, c'est-à-dire nous défendre et aussi orienter nos efforts pour le développement. Souvent, si nous suivons l'histoire des grandes puissances, des grands pays, les deux sont venus ensemble, c'est-à-dire la défense et le développement. On ne peut pas séparer les deux. Ça, c'est mon opinion en tout cas. Okay. C'est pourquoi j'ai plus d'espoir que d'inquiétude que la formation de ce gouvernement d'union nationale. C'est quelque chose qui peut être un bon début pour changer la course des choses de notre histoire en tant que Congolais. Ok, merci beaucoup, M. Bruno. Monsieur, je pense qu'on va encore se revoir. Ah, il faut qu'on se revoie parce qu'il y a beaucoup à parler. Ouais. Et nous avons besoin d'exprimer nos voix pour aider dans les pistes de solutions pour sortir de la crise. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. À plus alors, ok. Merci.